Bon, test micro. 1, 2, 1, 2. Je pense que vous m'entendez bien. Bienvenue sur En ça, le podcast présenté par moi-même, Malika. Ici, je te parle en ça, en vrai de vrai, en réel, bref, en toute transparence. Je te partage mes réflexions brutes, mes expériences perso et les leçons que j'ai pu en tirer, mais pas que. En solo, avec mes invités, on discutera du passage à la vie d'adulte et de tout ce que ça implique, en particulier pour nous, les jeunes Mahorais. On se retrouve aujourd'hui pour mon épisode, je pense que je vais le dire à chaque fois, pour chaque épisode, mais j'ai trop aimé cet épisode. Je vais le faire en plusieurs parties tellement le sujet... Il y a un tas de choses à dire, mais bref, c'est le travail domestique. Je crois d'ailleurs que cette première vidéo, elle s'intitule Le poids du travail domestique à Mayotte. Donc pourquoi ce sujet? Ça a commencé sur base d'une story Insta, en fait, où je me plaignais des hazis. Les hazis, c'est des travaux, enfin oui, c'est du travail domestique, quoi, mais en gros, à l'occasion d'un événement particulier, ça peut être une célébration comme un mariage. Et ma tante, elle a fait cette réflexion, elle disait qu'en fait, si un jour les Mzungu se rendaient compte de la quantité de travail fourni et les efforts en fait que ça nécessite de faire des célébrations chez nous pour les hazis et tout, ils comprendraient pas. Et quand elle a dit ça, je me suis dit mais c'est vrai, c'est normal qu'ils comprennent pas en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en vrai de fonctionner comme ça, enfin ne serait-ce que pour accueillir une certaine de personnes, c'est des efforts logistiques qui sont énormes en fait. Et on fait tout ça nous-mêmes à Mayotte, genre les familles s'organisent elles-mêmes et se débrouillent pour pouvoir accueillir des réceptions, des célébrations, etc. avec un public énorme. C'est un truc de fou. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté une story où je disais, mais en vrai, pourquoi on se tue à la tâche comme ça? Pourquoi on fait toujours des événements d'une aussi grosse ampleur, etc. Je sais que c'est pas pareil pour toutes les familles. Mon constat, c'était quand même applicable à une bonne partie de la société mahoraise. Du coup, j'ai publié ça sur mon Insta, enfin même pas sur mon Insta pour le podcast, c'était de base sur mon Insta perso en mode coup de gueule. Et à ma grande surprise, j'ai reçu tellement de retours. Je vais vous mettre ici. Ah, je suis vraiment la youtubeuse que je pensais être, hein. Donc je vais vous mettre ici la capture de ma story où je me plains, quoi, je vide mon sac. Et bref, j'ai reçu plein de messages et tout de filles de mon âge, mais pas que, qui, pareil, avaient le même ressenti que moi, vraiment une grosse incompréhension par rapport à la manière dont on fait les choses à Mayotte, et surtout la charge liée à ces événements, en fait, le travail lié à ces événements. Et je me suis dit, en vrai, moi, je suis quelqu'un, je me suis relativement assez bien éduquée sur la question du travail domestique en lui-même, parce que je m'intéresse beaucoup aux sujets de société et aux sujets qui touchent au féminisme de manière globale. Ça en fait partie. Donc le travail domestique, je sais ce que c'est la charge mentale, etc. Mais je m'étais jamais interrogée sur ce que ça représentait au niveau de Mayotte, en fait, dans le contexte mahorais. Et c'est vrai qu'il y a forcément des similitudes avec les sociétés occidentales qui ont déjà produit des études sur ce phénomène, qui ont déjà produit pas mal de rapports. L'Observatoire des inégalités, c'est littéralement le référent pour ce genre de sujet, mais il n'y a pas des données relatives à Mayotte à l'heure actuelle. À moins que l'INSEE ait produit une quelconque étude à ce sujet et que je ne suis pas tombée dessus, mais moi, j'ai pas vu de données pour Mayotte. Du coup, je me suis responsabilisée et je me suis dit qu'en fait, pour pouvoir en faire un sujet, c'était important d'avoir, comment dire, c'était important d'avoir une vue sur la réalité du contexte mahorais en fait et d'interroger les gens. Donc j'ai créé ma propre enquête. Du coup, j'ai partagé ça sur le compte du podcast, sur Instagram, sur TikTok. J'ai invité un peu tout le monde. J'ai fait campagne en fait. J'ai invité un peu tout le monde à partager aux gens de leur entourage pour avoir un échantillon relativement représentatif. Bon, j'ai pas un échantillon de ouf, sachant que j'ai un tout petit, sachant que ma plateforme elle est relativement petite. J'ai reçu 175 réponses au total, plus des DM avec les témoignages et tout. Donc c'est pas négligeable, franchement, je m'attendais pas à ça. Et ouais, quand j'ai lancé ça, j'avais pas. En fait, je m'étais dit que ce serait juste mon petit public habituel. Donc allez, même les 100 personnes, je pensais pas. Genre vraiment dans ma tête, j'étais prête à partir sur du 30-40 personnes en échantillon. Limite, si je comptais pas juste interroger les gens de ma famille, vous voyez. Mais voilà, je suis contente que ça ait pris une ampleur relativement intéressante. Je pense que ce sera d'autant plus parlant du coup avec tous les témoignages que j'ai reçus. C'est une enquête dans un contexte précis, avec des données réelles quand même si c'est un échantillon petit, et avec de vrais témoignages. Moi, je pense que c'est la partie la plus précieuse de ce que j'ai pu récolter, c'est les témoignages, les ressentis. J'ai posé des questions qui sont, ouais, droit au but quand même, donc ça me permet de tirer des conclusions, des statistiques et tout. Mais pour moi, la partie la plus précieuse et qui mériterait vraiment une attention particulière, d'où la raison pour laquelle je vais faire une deuxième vidéo d'ailleurs, c'est les témoignages que j'ai reçus. Je voulais vraiment me poser et analyser, peut-être pas un par un, mais essayer de
tirer des tendances, je sais pas comment dire, de tirer des... C'est quoi le terme? Ouais, des patterns, des schémas. Ouais, d'essayer de déceler des schémas, en tout cas dans les réponses que je vais récolter, que j'ai récoltées. Parce que là, le questionnaire, il est fermé depuis un moment déjà. Moi, mon objectif aujourd'hui avec vous, c'est que on revoit ces données. Dans un premier temps, on essaie de tirer des conclusions. Enfin, j'ai déjà tiré les conclusions, mais à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais on tire des conclusions et on essaie d'avoir une analyse relativement honnête. Et surtout, en fait, qu'on prenne le temps de repenser le système qui est en place. C'est un système inégalitaire. Enfin, la manière dont le travail domestique est réparti, il est inégalitaire. Ça, c'est un fait. Je n'ai pas attendu mon enquête pour tirer cette conclusion. C'est une réalité qu'on observe dans les quatre coins du monde parce que dans la plupart des sociétés, ça a toujours été quelque chose qui était attribué à la femme. Ça, c'est mon constat de base. J'ai pas non plus manipulé les données pour qu'elles puissent confirmer ce que j'ai dit. Enfin, vous allez voir qu'il y a des données qui vont contredire ce qu'on observe dans la vraie vie, mais c'est normal. Et surtout, je pars du principe que l'échantillon que j'ai eu, c'est des personnes qui s'intéressent à la question du travail domestique. Donc forcément, tu es quelqu'un qui en glande pas une chez toi, tu ne vas pas répondre à un questionnaire sur le travail domestique. Enfin, c'est logique. J'ai eu une personne hein, qui a dit qu'elle faisait aucune des tâches. Genre, ça faisait partie des choix qu'on pouvait cocher dans le questionnaire. Et j'ai eu un homme qui a dit qu'il ne s'occupait de rien et que c'était pas sa responsabilité. Donc bon, j'aime bien les gens honnêtes, vous voyez? Ah oui, une chose aussi que je voulais dire avant de commencer sur les données. J'avais déjà mes propres opinions sur le poids du travail domestique parce que j'ai vécu en dehors du foyer de mes parents, j'ai pu voir d'autres manières de fonctionner, sachant que j'ai vécu en France, à l'étranger, j'ai vécu en colocation, j'ai vécu seule. Enfin, toutes ces configurations en fait qui font que j'ai, je pense, un vécu qui va apporter quelque chose à la discussion. Après, là où je vais être honnête, c'est que je venais avec un prisme occidental un peu sur la question parce que moi, j'avoue, mes lectures, c'était des lectures féministes blanches, voilà, françaises et tout, ou américaines. Du coup, ça va pas forcément, on pourra pas forcément calquer leurs observations sur ce que moi j'ai vu à Mayotte parce que déjà, on est une société qui est complètement différente. On est une société musulmane, on est une société africaine, africaine bantoue. Donc ça n'a rien à voir en fait. Il y a des choses qui vont compter pour nous, qui ne compteront pas pour des personnes qui sont en France, qui ont toujours vécu avec un système français et tout. L'hospitalité, c'est un principe de base dans nos sociétés, dans la manière dont on fonctionne, dont on reçoit, etc. Forcément, la charge mentale et le travail domestique qui va découler de cette nécessité de savoir recevoir les gens, bah, ça va être différent. Là où nous, on va se prendre la tête pour avoir une maison tout le temps présentable, parce qu'on ne sait jamais qui peut nous rendre visite. Pause, je suis en train d'éditer la vidéo et je me rends compte que j'avais pas réussi à bien formuler mon propos. Ce que je voulais dire, c'était que forcément, pour une société comme la nôtre, là où on va se prendre la tête pour que chez nous ce soit tout le temps présentable, que tout soit fait pour qu'on puisse accueillir les gens dans de bonnes conditions à tout moment de la journée, tout moment de la semaine, et ben dans une société beaucoup plus individualiste et moins portée sur la communauté, comme une société française ou occidentale, n'importe, et ben il y aura moins cette pression et donc moins de charge mentale. Voilà. Alors moi, quand je me suis dit que j'allais en faire un sujet, je me suis dit qu'il fallait vraiment prendre en compte nos spécificités, notre culture, parce que la société mahoraise, elle est très très protocolaire, on en parlera juste après. Mais voilà, rien n'est fait au hasard. Chaque personne est assignée à une responsabilité pour une raison précise, parce que c'est la femme d'eux, parce que c'est la maman, parce que c'est la belle-fille. En fonction de ta position, en fonction de ton genre, en fonction de beaucoup de critères, tu ne vas pas être assigné aux mêmes tâches, au même rôle, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis toujours. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que on essaye quand même de repenser un petit peu le système en place, qu'on essaye de d'être un peu plus équitable, juste dans la manière dont on va aborder les choses, que ce soit au sein de nos foyers ou d'un point de vue collectif, parce que pour moi, c'est pas juste une question de... Enfin, parce que pour moi, la question du travail domestique, c'est pas juste une question de... Bah, il suffit de réorganiser son foyer et mieux répartir les tâches. Bah, non, en fait, c'est pas une question individuelle. Puisque la plupart des foyers présentent les mêmes tendances, c'est que c'est un problème à un niveau structurel, c'est un problème qui est beaucoup plus large que juste le spectre de qu'est-ce qui se passe dans mon petit foyer. Donc ça veut dire que c'est une question à laquelle il faut qu'on réponde de manière collective. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour mes a priori. Pour le travail domestique, histoire que tout le monde parte sur la même base, on va un peu définir ensemble, comme je le fais toujours dans mes épisodes. On entend par travail domestique l'ensemble des tâches nécessaires à l'entretien d'un foyer, c'est-à-dire que ça comprend préparer à manger, faire les courses, s'occuper des enfants, etc. Toutes les tâches qui vont faire qu'un foyer tourne bien, qui fonctionne bien. Ok. À Mayotte, on appelle ça Hazadagon. En Chimaran, on dit Hazadagon. Donc le travail domestique, ça couvre le ménage, ça couvre la vaisselle, préparer les repas, s'occuper des enfants, des personnes âgées aussi, ça c'est reconnu comme du travail domestique.
Et les gros hazis, tout ce qui est hijabou et tout, enfin voilà, j'en ai parlé rapidement dans mon intro, mais moi je pense que c'est un pan très très important de la société mahoraise, donc moi je l'inclus comme ça. Et surtout, la particularité du travail domestique, c'est que c'est un travail qui n'est pas rémunéré et c'est un travail qui est invisible. Il est invisible parce que dans les foyers, en fait, c'est des choses qui sont routinières, c'est des tâches en fait qui doivent être faites. Personne va te féliciter parce que tu as fait la vaisselle, personne va te féliciter parce que tu as fait à manger, sauf si vous avez un support système incroyable, mais voilà. En fait, il y a personne qui est là en train de tenir des comptes de qui a fait quoi. Après, dans des foyers qui sont un peu plus organisés, peut-être qu'ils vont tenir un tableau ou je sais pas quelque chose sur le frigo typiquement qui va être affiché, qui va noter qui s'occupe de quoi, qui a fait quoi, etc. Ça, franchement, bah bravo à vous. Mais je pense que c'est pas la plupart des foyers qui ont pris cette initiative. C'est pour ça qu'on considère du coup que le travail domestique c'est un travail pas visible, ok. Également, je voulais définir aussi la notion de charge mentale. Je pense que ça, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu au courant de ces 10 dernières années. La charge mentale, si je devais résumer, c'est le fait de devoir penser à tout, tout anticiper, faire en sorte que tout se passe au mieux, qu'il n'y ait pas d'imprévus, etc. Ou en tout cas gérer les imprévus lorsqu'ils se présentent. Et la charge mentale, ça peut être applicable dans le contexte du travail domestique, mais pas que. On peut parler de charge mentale, par exemple, quand on étudie. Quand tu es étudiant, par exemple, et que tu as des études qui te demandent une certaine rigueur, beaucoup de discipline et tout, bah, on peut quand même parler de charge mentale. Parce qu'il faut tout anticiper, il faut tout prévoir, etc. Enfin, faire en sorte que tout fonctionne comme il faut, quoi. Voilà, moi, ce que j'entends par charge mentale. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça représente au sein des foyers, je vous invite à regarder le compte Instagram Ta pensée à. Ça a vraiment... ça fait partie des comptes que je consulte le plus sur Instagram, je pense. Il n'y a pas un seul jour où je ne le vois pas défiler sur mon feed, parce que en fait, c'est des témoignages constants de femmes qui racontent le calvaire qu'elles vivent au quotidien, parce qu'en fait, elles doivent tout gérer. Sans plus m'étaler, on en parlera plus en détail plus tard, de toute façon, mais voilà ce qu'on entend par charge mentale. Il est 20h30 déjà, purée, je dois aller à l'aéroport dans 2 heures. Avant de passer à l'analyse des résultats de mon enquête, je voulais juste préciser quand même pour que les gens comprennent un peu le contexte mahorais. On approfondira un peu plus tard, mais le travail domestique, en fait, dans un contexte mahorais, c'est bien différent du travail domestique classique tel qu'on le connaît en Europe et dans les pays qui sont bien développés, quoi. Déjà parce qu'on a une gestion du foyer qui est beaucoup plus chronophage. Le fait de ne pas avoir d'eau, ça, de toute façon, tout le monde le sait déjà. Le fait de ne pas avoir d'eau, de se taper des embouteillages, d'avoir tout le temps des pénuries, etc., ça complique beaucoup le travail domestique au quotidien. Tu dois tout le temps anticiper qu'il y a assez dans tes réservoirs d'eau, ou alors quand vous allez organiser des événements, vous essayez de faire en sorte que ça coïncide avec les jours d'eau, et encore sous condition que la SMAE ait respecté le planning, voilà. Et ensuite, le fait qu'on est soumis à énormément de pénuries, je pense que c'est en partie parce qu'on est dans un contexte insulaire, ok, il faut tout importer, il faut tout faire venir par le port. Donc on est totalement à la merci de ce que les grandes surfaces ont à nous proposer. Et il n'y a pas 10 000 choix en fait sur l'île. On a soit le groupe BDM, soit le groupe Sodifra, mais en fonction des disponibilités chez l'un ou chez l'autre. Enfin voilà. Ça rajoute une autre complexité. Typiquement, quand tu fais tes courses alimentaires, tu ne sais pas si tu vas pouvoir rayer tout ce que tu as mis sur ta liste pour ceux qui font des listes. Limite, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs courses en fonction de ce qu'ils vont trouver et ensuite ils vont improviser par la suite. Et pas que les courses alimentaires, même les produits ménagers. Il y a quelques mois, on avait une rupture de sac poubelle. En fait, rendez-vous compte, c'est compliqué. Comment tu fais si t'es pas quelqu'un qui achète en grande quantité chez toi? Et ça rajoute encore une autre complexité parce que du coup, quand on fait une course, qu'on trouve enfin un produit qui a manqué pendant quelques temps, bah on va acheter en gros. Forcément, puisque on n'a pas envie d'être encore dans une situation où on est en pénurie de quelque chose, du coup, enfin voilà. C'est compliqué. Notre réalité matérielle en tant que Maoré, ça fait que ça nous demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de logistique, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent de mener à bien la gestion du foyer de manière générale. Et donc plus de charge mentale finalement. Comme je vous le disais juste avant, l'hospitalité, c'est hyper important de bien accueillir les invités. C'est crucial en fait pour préserver les liens sociaux, mais pas que ça. Chaque célébration, ça implique aussi des repas pour des dizaines de personnes, cuisine en grande quantité, et aussi, un autre truc auquel j'avais pensé, c'est que on est quand même beaucoup à être des familles nombreuses. Nous, par exemple, on est 8 chez nous. Et notre notion de ce qu'on considère comme famille, c'est pas juste la famille rapprochée, maman, papa, enfant. Bah, il y a les grands-parents, il y a les cousins, il y a les oncles, etc. On a vraiment cette vision de la famille qui est beaucoup plus élargie que la vision occidentale. Donc forcément, quand on reçoit en plus grand nombre. Et je voulais dire quand même que ces pratiques sociales et culturelles, elles reposent quasi exclusivement sur le travail domestique non rémunérée des femmes, c'est-à-dire que si les femmes elles arrêtaient de faire tout ce qu'elles font de manière bénévole,
bah en fait, la société mahoraise, il y a beaucoup de choses qui se passeraient plus loin. Il y a beaucoup d'événements qui n'auraient plus lieu, qu'on se le dise. Je pense que c'est tout. Voilà, pour moi, c'est important de mettre du contexte parce qu'il y a des tâches qui font peut-être sens pour nous, qui ne font pas sens pour des personnes qui ne sont pas mahoraises. Et c'est aussi pour ça que c'est important de produire nos propres récits, de produire nos propres études et tout. L'enquête. Attendez, je vous montre. Moi j'ai fait un vrai support, hein. Je suis préparée. Ok, concernant mon enquête, déjà pour vous présenter un peu l'échantillonnage que j'ai eu, en ce qui concerne le profil des répondants, c'était une majorité écrasante de femmes, sans surprise. Il y a eu 120 femmes qui ont participé à mon questionnaire, 54 hommes, donc ça nous fait une répartition de 69%, 31%. J'avoue que j'espérais vraiment atteindre au moins les 40% de participation pour les hommes. J'ai tout fait, j'ai vraiment fait ma propagande et tout. Et quand je vous dis que j'étais en campagne en fait. En story, on me voyait tout le temps. Ouais, répondez, nanana. Et il y a même des personnes qui m'ont aidé et tout, qui ont repartagé mon questionnaire pour générer un échantillonnage un peu plus masculin. Et ça a marché, parce qu'on est passé de combien? On est passé de 31%, on est passé de, je crois on était à 19% pendant un bon moment. Et on est passé à 31%. C'est pas négligeable, mais c'est pas 40%. Je pense que déjà cette sous-représentation. Je pense que déjà cette sous-représentation des hommes dans la participation au questionnaire, en fait, ça révèle un désintérêt pour le sujet. Je pense qu'ils ne se sentent pas concernés, particulièrement en tout cas. Après, je vais quand même dire que j'ai une audience qui est pas énorme, quoi. Mais pour moi, ça révèle quelque chose quand même. Et en plus, mon objectif, c'était même pas d'avoir 50-50. Je voulais vraiment être réaliste et me dire, ok, 40, ça commence à être 40% d'hommes, ça commence à être intéressant. Bon, même ça, j'ai pas eu malheureusement. Là où ça me limite dans mes analyses, c'est que je vais pas être en mesure de faire des analyses sur l'échantillon global du coup, parce que bah, il y a une surreprésentation des femmes. Ce serait injuste de dire, par exemple, 115 femmes déclarent faire ça, 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 alors que seulement 15 hommes font ça, ça, ça. Ça n'a pas de sens puisque du coup, il y a déjà une sous-représentation des hommes dans mon échantillon total. Ce que j'ai fait pour avoir quand même des statistiques intéressantes, c'est que j'ai fait plusieurs combinaisons déjà, genre femme X mère, ou alors homme X père, ou homme X enfant adulte, etc. Et aussi, j'ai fait des statistiques sur l'échantillon genré. C'est-à-dire que je vais comparer les statistiques du groupe femme avec les statistiques du groupe homme. Donc, sur une tâche donnée, je sais pas, moi, nettoyer la maison, là, je l'ai sous les yeux, 88% des tâches, 88% des femmes déclarent nettoyer la maison. Et on a 52% des hommes qui déclarent nettoyer la maison. Donc 52% des 54 personnes qui ont répondu. Et 88% des 120 femmes qui ont répondu. Vous comprenez? Après, si les statistiques c'est trop dur pour vous, malheureusement, je ne peux pas vous faire votre cours de statistiques de quatrième. Il va falloir se mettre à niveau, hein. Et aussi, je précise quand même, parce que je pense que c'est important pour que vous puissiez savoir un peu à quel point j'étais sérieuse et appliquée dans mes analyses, j'ai essayé d'exclure les personnes qui vivaient seules. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont coché comme configuration de foyer je vis seule, je les ai enlevées. Donc ça représentait 14 personnes. Du coup, ouais, c'est ça, hein. Parce que c'est pas intéressant pour les analyses relatives aux dynamiques intra-foyer, à l'intérieur du foyer. Tu vis seule, c'est normal que tu fasses 10 tâches sur les 12 que j'ai listées, c'est logique. Et ça ne veut pas forcément dire que tu as une charge mentale supérieure alors que ben, tu habites tout seul, tu gères ton foyer à toi. Pour ceux qui n'auraient pas participé au questionnaire, qui n'ont pas eu la chance de le faire ou qui n'ont juste pas vu passer le questionnaire au moment où c'était sorti, je vais quand même essayer de revenir sur les questions que j'ai présentées, histoire que vous sachiez un peu qu'est-ce que j'avais demandé, qu'est-ce que ça m'a permis de conclure, etc. Donc j'ai d'abord posé des questions relatives au profil des personnes, donc le genre, la tranche d'âge, configuration du foyer, donc si c'est un couple, si c'est une famille monoparentale, si c'est une colocation, je sais pas. J'ai demandé aussi la position au sein du foyer pour les personnes qui répondaient, parce que c'est important de savoir si c'est la maman qui répond, si c'est une enfant adulte, si c'est un grand-parent, j'en sais rien. Ensuite, j'ai des questions relatives à l'organisation du travail domestique en lui-même. Donc je leur ai d'abord demandé les tâches qu'ils effectuent régulièrement. C'était une question à choix multiples. Donc parmi ces tâches, j'ai listé s'occuper des enfants, nettoyer la maison, faire la vaisselle, préparer les repas, faire la lessive, étendre, plier le linge propre. D'ailleurs, ça, cette question, elle a fait polémique, elle a fait débat parce que faire la lessive, c'est autre chose que étendre le linge et plier le linge propre. C'est vrai, parce que c'est facile de lancer une machine et prendre le temps de plier tout le linge, repasser, nanana. C'est pas pareil. Remplir les réservoirs d'eau, faire les courses, ranger les courses. Ça aussi, peut-être, j'aurais pas dû regrouper, mais bon, c'est pas grave, j'ai regroupé. S'occuper de la cour et des espaces verts, sortir les poubelles,
faire les travaux d'entretien et de bricolage, s'occuper des animaux domestiques, et ensuite aucune, pas concernée. Donc un total de 11 tâches, si je ne me trompe pas, 2, 4, 6, 8, 10, 11 tâches. 12 si tu comptes le aucune, pas concernée. Ensuite, j'ai demandé quand même de lister des tâches qui n'ont pas été citées précédemment, et je suis bien contente d'avoir posé cette question parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas pensé. On m'a précisé les tâches administratives, et c'est vrai, ça c'est du travail domestique, ça demande du temps, ça demande une charge mentale quand même de s'occuper de ça. Toute la logistique relative aux enfants, donc préparer les sacs pour l'école, préparer les devoirs, gérer, gérer la logistique pour les récupérer, les déposer à l'école, etc. Donc ça c'est vrai, ça en fait partie. Quoi d'autre? Attendez, parce que là, on voit pas trop bien. C'est pas facile, hein. Ensuite, toujours dans cette catégorie par rapport à la répartition du travail domestique, j'ai demandé combien d'heures par jour il consacre aux tâches du travail domestique. Donc soit moins d'une heure, soit 1 à 2 heures, soit plus de 2 heures par jour, hein. Hors garde d'enfants, bien sûr. J'ai demandé aussi s'ils ont recours à une aide rémunérée. J'ai demandé s'il y a une organisation claire, explicite au sein du foyer. J'ai demandé qui était en charge de l'organisation et de la répartition des tâches au sein du foyer. Et enfin, j'ai fait une autre catégorie vraiment sur les perceptions et les dynamiques au sein du foyer. Et c'est pour ça que je voulais passer du temps sur tout ce qui était témoignage et tout, parce que c'est la partie la plus intéressante en vrai. Là, j'ai demandé déjà, est-ce que pour eux, le travail domestique, c'était équitablement réparti chez eux? Voilà. J'ai demandé s'il y a déjà eu des tensions ou des conflits liés à la répartition des tâches domestiques. J'ai demandé, ah oui, quels sont les facteurs qui vont influencer la répartition du travail domestique chez eux? Donc, par exemple, le genre, l'âge. Donc, le genre, l'âge, la position dans la famille, les revenus, croyances religieuses, traditions mahoraises. Nanana. Là, cette question, pas tout le monde va comprendre, mais pour moi, cette question, c'était la question clé. J'ai demandé quel était le sentiment qui domine quand on pense au travail domestique. Donc, soit la satisfaction, soit l'indifférence, le stress, la frustration, l'épuisement, l'humiliation. Oui, 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 oui. J'ai mis l'humiliation. Pour moi, c'est une réalité en fait. Et de toute façon, on en parlera plus tard. Et enfin, j'ai demandé si, selon eux, la société mahoraise, elle encourage une répartition équitable du travail domestique ou non. Enfin, pour clôturer, j'ai demandé s'ils avaient un témoignage ou une remarque particulière à faire sur le questionnaire. Voilà. Je pense que mes questions, elles étaient plutôt droites au but. Je pense que j'ai fait quand même l'effort de pas du tout les biaiser. J'ai posé des questions vraiment factuelles, neutres et tout. Et ensuite, vers la fin, je me suis concentrée sur les ressentis. Ça, c'est une data qui, je trouve, n'est pas trop exploitée dans les études sociologiques que je trouve. Toute la partie émotion et tout. Pour moi, tu étudies les sciences humaines. En fait, tu ne peux pas étudier ça comme un problème mathématique. Pour moi, je précise, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas docteur en sciences sociales. Mais pour moi, pour les sciences humaines, en fait, on ne peut pas juste cocher, faire des statistiques, faire des calculs et tout. Alors que y a une grande partie de notre expérience humaine, c'est le ressenti. Comment est-ce qu'on vit les choses, comment on expérimente les choses. Du coup, forcément, si on s'attarde uniquement sur le temps que tu passes ou la quantité de tâches que tu effectues chez toi, sans te demander ton ressenti, comment tu vis l'expérience, je pense que c'est pas intéressant. Je pense qu'en vrai, c'est une discussion, en fait. Il faut un minimum d'empathie pour parler de travail domestique. Je pense. Bref, désolé, je parle beaucoup, je m'étale. Il est 21h07. Je pars à l'aéroport dans 1 heure et demie. Il faut que je speed. Donc, moi, ce que ça m'a permis de faire, du coup, le fait de poser la question sur les tâches qu'ils effectuent, c'est de faire des statistiques sur qui s'occupe de quoi, quel pourcentage, etc. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'était que les tâches du quotidien, comme ménage, préparation des repas, lessive et tout, elles sont très largement assumées par les femmes. On a 88% des femmes qui s'occupent de nettoyer la maison, vs 52% des hommes. On a 91% des femmes qui déclarent faire la vaisselle, vs 65% des hommes. 91% des femmes également qui déclarent préparer les repas, vs 48% des hommes. En ce qui concerne la lessive, on a 88% vs 61%. Et je crois que c'est tout, ouais. Ça, c'est pour les tâches qui sont majoritairement féminines, on va dire. En ce qui concerne les hommes, sans surprise, la tâche la plus masculine, c'est le fait de sortir les poubelles. 87% des hommes déclarent sortir les poubelles, vs 46% des femmes.
Tout ce qui est entretien, bricolage, on est sur du 72% d'hommes vs 15% des femmes. Après, on a des stats qui sont un peu 50-50. L'entretien de la cour et des espaces verts, on est sur du 26 vs 31%, voilà. S'occuper des animaux et s'occuper des enfants aussi. Donc, ouais, s'occuper des enfants. Sachant que ben, là, ça concerne uniquement les personnes qui sont parents. Les personnes qui ne sont pas parents ne sont pas concernées par cette tâche. Autre donnée aussi que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'était de regarder la diversité des tâches domestiques déclarées. C'est-à-dire que, en fonction de ton genre, est-ce que tu as coché, en vrai, pas que le genre, hein, mais la diversité des tâches domestiques déclarées, est-ce que tu fais 4, 5, 8, 10 tâches différentes chez toi? Donc, les stats que j'ai eues par rapport à la diversité des tâches déclarées, c'est que le nombre de moyens de tâches, il varie très peu en fait entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas une très grosse différence. La majorité des femmes, elles déclarent effectuer entre 5 et 9 tâches différentes, donc polyvalentes en fait. Et les hommes, ils sont sur 5 à 8 tâches différentes. Ce que j'ai regardé aussi, c'est l'écart type. En gros, c'est ce qui va nous permettre de savoir s'il y a une grosse variabilité en fait entre les répondants. Et en vrai, on va dire que l'écart type pour les femmes, il est plus faible. C'est-à-dire que tout est concentré sur à peu près le même nombre de tâches. La diversité des tâches réalisées par les femmes, ça se concentre entre 5 et 8, alors que pour les hommes, c'est beaucoup plus diffus. Genre, il y a un gros bloc qui est entre 2 et 4. Ensuite, on a un très gros bloc qui est à 5. Ensuite, ça redescend pour un bloc à peu près égal entre 6 et 8. Enfin, voilà. Il y a juste ça qui est notable. Après, ça reste un petit échantillon, donc voilà, je vais pas tirer non plus de grosses conclusions sur ça, mais c'était important de le noter quand même. Autre chose aussi qui m'a vraiment intéressée, c'était de regarder les tâches, comment elles étaient, la répartition genrée des tâches, du coup. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a une bonne majorité des hommes qui s'occupent de sortir la poubelle, aussi une grande majorité d'ailleurs qui font le remplissage des réservoirs d'eau, ça je ne l'ai pas présenté, mais il y a aussi une grande majorité qui s'occupe du remplissage des réservoirs d'eau. Et ça, en fait, c'est des tâches qui sont plutôt extérieures, slash logistiques, en comparaison aux tâches dont les femmes s'occupent le plus. Et ça confirme en fait des travaux que j'ai pu étudier sur la répartition genrée des tâches. On a clairement des tâches domestiques qui sont considérées comme féminines, slash masculines, ou en tout cas qui sont plus d'un côté que de l'autre. Ça, c'est une réalité. Et ça, je voulais dire aussi parce que souvent, quand on aborde ce sujet du travail domestique, qu'on aborde cette inégale répartition entre femmes et hommes, ce qu'on nous répond, c'est que, bah oui, mais les hommes, ils s'occupent de changer les pneus, les hommes, ils font toute la maintenance, les hommes, ils font le bricolage. C'est une réalité, c'est des tâches qui sont plutôt attribuées aux hommes quand il y a des hommes dans le foyer, mais ça, c'est des tâches en fait qui sont situationnelles. C'est pas des tâches du quotidien. Tu vas pas tous les jours changer un pneu. Ou alors il y avait quelqu'un qui avait dit oui, mais moi, par exemple, quand on me commissionne pour aller déposer des gens et tout, c'est moi qui fais le chauffeur. Non, non, d'ailleurs, ça fait partie des tâches qui ont été listées dans les tâches auxquelles j'ai pas pensé. Oui, c'est du travail, mais ça, c'est situationnel en fait. C'est dans un contexte précis et c'est volontaire. C'est-à-dire que tu peux pas mettre au niveau changer un pneu et préparer les repas tous les jours, c'est pas pareil, ça fonctionne pas comme ça. Le temps qu'une femme va passer à préparer les repas chez elle et le temps qu'un homme va passer à changer les pneus chez lui, faire la vidange, sortir les poubelles. Parce que oui, sortir les poubelles, tu le fais souvent, ça on est d'accord. Mais tu sors les poubelles et puis c'est fini. Préparer un repas, ça demande 1 heure. Un peu moins si vous avez une petite famille, mais voilà, ça prend du temps en fait. Préparer les repas, faire la vaisselle, ça c'était une grande majorité de femmes qui le faisaient comparé aux hommes. C'est des choses qui demandent du temps. Donc je pense que c'est important quand même de remettre en perspective quand on se permet de comparer les tâches qui incombent aux hommes et les tâches qui incombent aux femmes. Ça ne veut pas dire que comment c'est réparti chez vous, c'est pas bien. Vous faites ce qui vous convient le mieux. C'est important de faire cette distinction parce que c'est des tâches auxquelles en fait vous pouvez vous soustraire tous les jours. Si demain t'as pas envie de déposer quelqu'un, tu vas pas le faire en fait. Alors que si demain le repas n'est pas préparé, excuse-moi mais personne ne mange. Il y a mort d'homme, littéralement. Et aussi une étude que j'ai trouvée qui a été faite par Clémence Ledoux et Benoît Tullier s'appelle Du travail domestique masculin au travail domestique des hommes. Oui, c'est ça. C'était une analyse quantitative en fait qui a été publiée. En fait, ils ont essayé de dresser un portrait statistique du travail domestique masculin normal, c'est-à-dire quelles sont les tâches effectuées par les hommes de manière habituelle, quoi. Et ce travail-là, il a été fait sur base d'une enquête de l'INSEE en 1998 qui portait sur quoi 16 000 individus, ouais, qui portait sur... C'est écrit en petit, j'arrive pas à zoomer, désolé.
qui portait sur 16 000 individus. En gros, l'INSEE, comment ils ont mené leur enquête, d'ailleurs, j'aurais aimé faire cette méthode, mais bon, voilà, je ne suis pas rentrée chez les gens. Mais ils ont mis en place un questionnaire comme moi, mais également un semainier, c'est-à-dire que toutes les personnes du foyer, elles devaient remplir un semainier pour renseigner exactement qui faisait quoi, à quelle heure, quelle tâche, etc. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est pas juste du déclaratif. Ça veut dire qu'un homme dans son foyer qui va dire ouais, je fais la vaisselle, je fais ça, je fais le linge et tout, bah en fait, il suffit de comparer son semainier, comparer le semainier de la femme et voir à quelle fréquence il a fait la tâche qu'il a évoquée. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils nous apprennent dans cette étude? Ils nous disent, en effet, les tâches domestiques peuvent être divisées en 3 grandes catégories. Celles qui sont quasi exclusivement pratiquées par des femmes, celles qui sont l'apanage des hommes, et celles qui sont mixtes et pour lesquelles on observe un certain investissement des hommes, même si les femmes restent très majoritaires dans leur réalisation. Nous retrouvons ainsi la typologie des tâches élaborées par Bernard Zarka en 90 qui distingue des tâches féminines, masculines et négociables. Ah oui, ça je vous ai pris le tableau, je vais vous le mettre aussi. Oui, donc ça c'est une enquête qui date de 1990 et ils ont recensé en fait selon les réponses des hommes, des femmes, etc. Ils ont réparti des tâches qui appartiennent au pôle féminin, des tâches qui appartiennent au pôle masculin et des tâches qui sont considérées comme négociables. Donc typiquement, laver le linge à la main, laver le linge à la machine, repasser, nettoyer les toilettes, c'est pôle féminin. Porter du bois, porter du charbon, laver la voiture, c'est pour le masculin. Et les tâches qui sont négociables, c'est faire la cuisine, faire les vitres, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, faire les courses, mettre les couverts. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai pas pensé ça. Mettre la table. Mais souvent, mettre la table, c'est une tâche pour les enfants. Mais c'est vrai, j'ai pas pensé dans ma liste. Donc, pour ceux qui peuvent voir la vidéo, je vous la mets dans la vidéo. Pour ceux qui écoutent le podcast, je vous le mettrai dans mes sources, comme d'hab. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas décelé une très grande différence sur le nombre de tâches domestiques déclarées en moyenne pour les hommes comme pour les femmes. On avait une grosse similarité, mais comme je vous ai dit, il faut quand même s'intéresser au type de tâches qui sont effectuées. Typiquement, nettoyer la maison, c'est une tâche qui va te prendre typiquement des heures, alors que sortir la poubelle, ça te prend même pas 5 minutes en fait. Tu fermes le sac, tu vas le déposer à la benne, tu reviens, c'est tout. Si tu comptes le lavage des mains, tu rajoutes 30 secondes, c'est tout. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant de regarder le temps consacré en fonction du genre. Et là, les réponses, elles varient un peu plus. Les femmes, elles vont déclarer nettement plus de temps passé que les hommes, alors qu'elles ont un éventail de tâches comparables, comme on l'a vu. Mais les hommes, ils consacrent moins de temps, donc moi, ça me fait penser que peut-être qu'ils y participent de façon moins intensive ou alors moins fréquente. Peut-être que tu vas faire la vaisselle une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine et c'est suffisamment régulier pour toi pour dire que tu le fais régulièrement, alors que ton épouse ou ta maman, elle va la faire tous les jours presque, excepté les jours où tu le fais. Du coup, c'est pas pareil. Ça se verra forcément au niveau du temps consacré. Et pareil, je vous disais tout à l'heure que sortir la poubelle, ça prend pas beaucoup de temps. Préparer un repas, ça prend plus d'1 heure. Bah oui. Les femmes qui passent moins d'1 heure, elles sont que 19%, alors que 54% des hommes passent moins d'1 heure sur les tâches domestiques tous les jours. Plus de la moitié des hommes qui ont été interrogés passent moins d'1 heure sur les tâches domestiques. Sachant qu'on a vu tout à l'heure que les hommes se déclarent comme des personnes plutôt polyvalentes. Hein. Après, pour les femmes qui passent entre 1 heure et 2 heures, on est sur 54%, donc un peu plus de la moitié quand même. Et le reste des femmes, donc un tiers, elles passent plus de 2 heures. C'est énorme, plus de 2 heures de sa journée dans les tâches domestiques. Pour les hommes, on est sur du 43% pour ceux qui passent entre 1 heure et 2 heures. C'est pas tout à fait la moitié, mais on s'en rapproche. Et par contre, parmi les hommes qui passent plus de 2 heures, on n'a que 4%. Là où je voulais vraiment attirer votre attention, c'est sur les extrêmes, parce que sur les 1 heure à 2 heures, voilà, on est sur des stats qui sont relativement comparables. Par contre, dès qu'on regarde ceux qui passent beaucoup moins de temps vs ceux qui passent beaucoup plus de temps, l'écart il se creuse considérablement. Et autre donnée aussi que j'ai trouvé pertinente à intégrer, c'était de regarder le genre, mais également la position au sein de la famille. Par exemple, dans les foyers où c'est des filles adultes qui vivent chez leurs parents, elles vont effectuer en moyenne 6 tâches, alors qu'un fils adulte qui vit chez ses parents, on est sur du 5 tâches. Et pour le temps passé, ça n'a rien à voir en fait, parce que pour les filles adultes, 49% elles passent entre 1 heure et 2 heures, 37% passent plus de 2 heures. Donc là, on est déjà sur un échantillon de 86%. 86% des filles adultes qui vivent chez leurs parents passent au moins 1 heure sur les tâches domestiques. Alors que pour les fils adultes, ceux qui passent entre 1 heure à 2 heures, c'est même pas 30%. Et le 70% qui reste, c'est moins de 2 heures. Enfin, c'est moins d'1 heure, pardon. Donc voilà, ça illustre quand même qu'à position égale au sein du foyer, c'est-à-dire que c'est tous les deux des enfants adultes, la contribution domestique des femmes, elle est largement surreprésentée vis-à-vis de la contribution domestique des hommes.
Autre facteur aussi que j'ai voulu analyser, c'était la parentalité. Je voulais voir est-ce que le fait d'être parent ou non, ça avait une incidence sur les tâches qui étaient rapportées et le temps de travail et le temps consacré au travail domestique. Ce que j'ai remarqué, c'était que, étonnamment, être maman, ça n'augmente pas le temps consacré au travail domestique. Les mères, elles sont à une moyenne de 6,6 tâches par jour déclarées, hein, alors que celles qui ne sont pas mamans, elles sont à 6 tâches, voilà. Et surtout, on a 26% des mères vs 28% des femmes qui ne sont pas mères qui consacrent plus de 2 heures par jour au travail domestique. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'était que le facteur clé, c'est pas juste est-ce que vous êtes parent ou non, mais c'est surtout ta position dans le foyer. Si t'es la femme ou la mère du coup, t'es l'adulte féminin responsable, tu vas consacrer plus de temps que les hommes sur des tâches comparables, quoi. Et ce que j'ai remarqué aussi, que le fait d'être père, ça accroît quand même l'implication. Les papas, ils sont sur une moyenne de 6,8 tâches. Et les hommes qui ne sont pas papas, ils sont sur du 5,6 tâches en moyenne. Autre chose que j'ai voulu regarder aussi, c'était le recours ou non à une aide ménagère. Je voulais savoir, est-ce que ça a allégé un peu la charge qui était déclarée? Est-ce que ça va être associé du coup à un temps consacré au travail domestique qui est beaucoup plus faible, etc. Et bizarrement, ben non, j'ai pas vu de corrélation en fait entre les deux. Il n'y a pas de grande différence, que ce soit du côté des femmes comme des hommes qui ont une aide domestique ou qui n'ont pas une aide domestique, qui sont toujours sur les mêmes moyennes. 6 tâches par jour, 6 tâches par jour, ouais, c'est ça. Les mêmes moyennes à peu près. Et je sais pas, en fait, est-ce que c'est une contradiction? Je pense pas non plus, parce que je pense que quand on demande une aide ménagère, c'est qu'on a déjà en fait une charge déclarée qui est importante, je pense, hein, en tout cas. Et même si je regarde juste étude de cas chez moi, on a eu une époque où on avait une femme de ménage et elle était aussi la nounou, parce que mon petit frère, il était encore très petit à ce moment-là. Ma mère, elle travaillait, mon père, elle travaillait, enfin voilà, nous, on allait à l'école et tout. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un à la maison pour s'occuper de mon petit frère. Et je sais que au moment où on avait cette aide ménagère, donc elle était là toute la journée, elle faisait le ménage, elle s'occupait de mon frère, c'était surtout pour ça. Et le soir, quand ma mère est rentrée, elle devait quand même cuisiner le repas du soir, s'assurer que nous, on faisait bien nos devoirs et tout. Et souvent, malheureusement pour elle, la femme de ménage, elle partait vers 16h, 17h quand moi, par exemple, je rentrais de l'école. Et entre 16h et l'heure à laquelle ma mère est rentrée à la maison, il y a du bordel qui s'est déjà accumulé. Du coup, souvent, ma mère, elle rentre, le salon, c'est pas dans l'état dans lequel elle aimerait qu'il soit, donc voilà. Ce que ma mère, elle a mis en place, c'était que, par exemple, elle allait nous demander de faire le riz, ou elle allait nous demander de sortir la viande, si on y pensait. Et bon, quand elle trouvait que le salon il était en bordel quand elle rentrait, elle nous demandait de ranger, ça nous devait le faire, quoi. Mais pour vous mettre en perspective, en fait, que même si une bonne partie des tâches qui sont à faire au cours de la journée sont effectuées par la femme de ménage, par la nounou, quand ma mère est rentrée à la maison, elle avait son deuxième shift qui commençait. Et pour mon père, pour être totalement honnête, à ce moment-là, mon père, il participait pas particulièrement. Mon père, il sortait les poubelles, il s'occupait du jardin, et après tout ce qui était tâches ponctuelles et tout. Mais en soi, la cuisine, le ménage, ça reposait sur ma mère et sur nous, du coup, quand on était plus jeunes. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Et mon père, il est beaucoup plus investi. Je vais pas dire que la répartition, elle est égale. Bon, ça, on en parlera plus tard de toute façon, mais mon père, il est beaucoup plus investi. Et moi, je travaille, je suis pas au collège ou au lycée, donc j'ai beaucoup moins de temps libre et je travaille en plus en dehors de la ville. Donc, je suis absente, en fait, du foyer. Donc, j'ai l'impression que limite, ce qui retombait sur moi, finalement, ça va retomber sur mon père et mon frère. Enfin, voilà. Ça, je compte en parler plus amplement, de toute façon, dans la... C'est quoi, ça? Ouais. Ça, de toute façon, je compte en parler plus amplement dans la troisième partie, je crois. Ouais. Donc, mais juste pour vous expliquer un peu comment c'était chez nous. Du coup, pour en revenir à mon questionnaire, j'ai pas du tout de mal à croire que c'est une réalité, en fait, que même en ayant une charge, même en ayant, pardon, une aide ménagère ou une aide pour la garde des enfants, on a quand même une charge importante, pas forcément reposée sur les femmes. Ça, par contre, j'ai pas vu cette distinction se dessiner, mais en tout cas, pour les hommes et femmes qui ont recours à une aide ménagère, on est sur du minimum 1 heure pour les 2 tiers. Voilà. Ensuite, la dernière donnée que j'ai analysée, je voulais voir est-ce que la position au sein du foyer, ça avait un impact sur la diversité des tâches déclarées et le temps consacré du coup au travail domestique.
Ce que je remarque, c'était que pour les mères et les filles adultes, on est sur une charge similaire, en moyenne 6 chacune. Par contre, la grosse distinction, c'est à laquelle je ne m'attendais pas du tout, 40% des filles adultes, comme on l'a vu plus tôt, elles consacrent plus de 2 heures au travail domestique, alors qu'on est sur du... C'était combien pour les mères? C'était 26% uniquement. Donc quand même, il y a une très forte implication des filles adultes dans les foyers multigénérationnels. Enfin, ça veut dire qu'elles assurent en fait un rôle actif d'aide domestique dans la maison. Ensuite, pour les femmes mariées qui n'ont pas d'enfants, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était similaire un peu aux femmes qui ont des enfants. Il n'y avait pas une grosse distinction. Et même sur la charge, même sur le temps consacré au travail domestique, on est sur du 1 à 2 heures par jour, comme pour les mamans. Ensuite, les papas, comme on l'a vu plus tôt, c'est les hommes les plus investis dans leur catégorie, autant sur le temps consacré que sur les diversités des tâches déclarées, comparé aux jeunes hommes sans enfants, enfin les jeunes hommes mariés du coup sans enfants, ou les jeunes hommes adultes qui vivent chez leurs parents typiquement. Donc ça me permet de conclure quoi? Que il y a une très forte corrélation entre la position au sein du foyer au niveau des hommes, mais pas au niveau des femmes. Peu importe la configuration de ton foyer, peu importe que tu sois mère, que tu sois juste la femme d'eux, que tu sois la fille d'eux, le seul indicateur qui va vraiment jouer, c'est ton genre en fait. Sommes-nous surpris? Non. Non, nous ne sommes pas surpris, mais j'avais besoin de faire tout ce travail, toute cette gymnastique, tout cet accompagnement pour être sûr que les gens, ils allaient me suivre quand j'allais passer sur la partie analyse sociétale et critique en fait du modèle en place. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on vienne me dire dans les commentaires, ouais, mais chez moi, c'est pas comme ça, chez moi, je fais ça, chez nous, les garçons, ils travaillent, nanana, enfin, ok, et en fait. Maintenant que j'ai des données concrètes qui permettent d'illustrer qu'il y a réellement une inégalité qui se joue strictement sur le genre. Bien évidemment, d'autres configurations peuvent impacter la répartition, mais là, ce qui s'est clairement dessiné de mes résultats et de mes analyses, c'est que c'est le genre qui est le prédominant dans ces facteurs-là. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, j'ai plus beaucoup de temps malheureusement, et je pense que j'ai parlé très très longtemps. Là, j'ai pas encore fait le montage, mais j'ai fait 2 vidéos de 30 minutes, donc je vais couper là. Ce que je vais faire, c'est que pour la deuxième vidéo, on va s'intéresser sur tout ce qui est témoignage, toute la partie charge mentale et surtout le contexte en fait mahorais, expliquer comment la société mahoraise elle fonctionne et pourquoi on en est arrivé à cette configuration finalement, parce que c'est pas anodin. Et je sais que beaucoup de gens vont commencer à me dire oui, mais c'est notre religion qui veut ça, non, 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 non. Pas du tout, et ça de toute façon je vous le montrerai après, mais faites vos propres recherches, vous verrez que notre religion c'est jamais écrit, ça n'a jamais été écrit en fait que le travail domestique doit reposer sur les femmes. On sait que les femmes sont responsables de leur foyer, certes, au même titre que le mari, il est responsable des finances, il est responsable de la protection de son foyer, il doit être le provider, il doit être le qawwam de son foyer. Qawwam, ça implique beaucoup de choses. Ce qu'on nous enseigne en tout cas, c'est qu'il y a toujours cette notion de réciprocité, de respect, etc. Il faut avoir de la rahma entre les époux, donc pour moi, la rahma, ça passe par le fait de tu vois que ton partenaire, ta partenaire galère sur un point ou se retrouve surchargé, etc. C'est à toi de le soulager en fait. Enfin, c'est logique en fait. Et ce qui me gêne d'autant plus, c'est que la responsabilité du foyer, elle incombe strictement à la femme, mais tout ce qui concerne les finances du foyer, là par contre, ça commence à parler de 50-50. Ça n'a pas trop de sens du coup. Si on veut faire les choses de manière strictement traditionnelle, il faut observer les traditions du début à la fin, n'est-ce pas? Bref, moi ce que je voulais surtout c'était vous présenter les données, sortir quelque chose. Là je suis encore en vacances, donc vous m'en voudrez pas si je prends vraiment mon temps pour vous tourner la suite. Je me repose et je profite en fait. Là par exemple j'étais au Kenya, je vous raconte ma vie, hein. Là par exemple j'étais au Kenya, là je m'apprête à partir pour Oman. Inch'Allah tout va bien se passer, je pars avec l'agence Dubai Must, mes faves en fait, mes go. Par contre ce que je vais quand même repréciser, je l'ai déjà dit au début mais voilà, je considère quand même que l'un des angles morts des résultats de mon enquête, c'était le fait qu'il y avait une sous-représentation de l'échantillon homme. Malheureusement, voilà, moi je ne suis pas forcer les gens à répondre à mon questionnaire, ça n'intéresse pas tout le monde comme je vous l'ai dit. Et également, quand même, il faut préciser que mon questionnaire, c'est un questionnaire en ligne, je ne suis pas partie interroger des gens dans la rue, etc. Donc forcément, ça va peut-être pas représenter une image fidèle de la population mahoraise comme on la connaît, et encore moins pour des tranches d'âge qui sont beaucoup plus avancées, parce que du coup, mon questionnaire, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Je pars du principe que seules les personnes qui avaient accès à mon contenu ont pu participer au questionnaire, donc c'est un peu biaisé. Voilà, je reste humble quand même dans les résultats que je présente.
Donc n'allez pas courir dans les commentaires pour dire ouais mais t'as interrogé que 75 personnes, est-ce que ça représente tous les Mahorais, blablabla, bla, bla. Je sais en fait, je sais déjà. Ça n'enlève en rien le travail que j'ai fait, ça n'enlève en rien les analyses que j'ai faites. Et encore une fois, le problème de l'inégale répartition du travail domestique, il se pose pas juste à Mayotte en fait. C'est pas un truc que j'ai inventé comme ça et je me suis dit ah tiens je vais faire des questions et tout demander aux gens pour qu'ils répondent exactement ce que j'ai envie de retrouver. Ben non, c'est des problèmes de société qui ont été étudiés en long, en large, en travers dans les sociétés occidentales et moi je voulais qu'on ait un regard local et qu'on ait des données locales pour pouvoir ensuite avoir une discussion locale. Je pense que c'est bon. Je peux m'arrêter là. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes resté jusque-là, ben, franchement, félicitations. J'ai mis 3 tentatives avant de réussir à filmer ça, vous vous rendez compte? J'ai tenté à différents endroits dans le monde. J'ai tenté dans ma chambre à Mayotte, j'ai tenté à Lamou, je crois. Ouais, j'ai tenté à Lamou, j'ai tenté à Mombasa. Non, non, j'ai tenté à Mombasa et là, ben, je suis à Nairobi, je viens enfin de finaliser cet épisode. Peut-être que la partie 2 sera filmée à Oman, on ne sait pas. Je suis juste trop contente d'avoir réussi à finir. Alhamdoulilah, en plus là il est 22h, j'ai encore v'là le temps pour mon vol. Mon vol il est à 1h20. Je suis à 30 minutes de l'aéroport donc tranquille. Je vais pouvoir clôturer mes valises tranquillement, faire mon check-out, head out to the airport et puis voilà quoi. On se retrouve pour la suite de ce sujet très bientôt j'espère. D'ici là, ben, abonnez-vous à la chaîne, ça fait pas de mal. Abonnez-vous au podcast si vous écoutez sur les plateformes de podcast et sur mes réseaux sociaux aussi. Là, je suis un peu plus active et ça vous permettra aussi de suivre en temps réel où est-ce que j'en suis dans ma préparation des sujets et tout. D'ici là, ben, à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.